Et tout de suite, place à notre invité Mathieu Mechevant pour son nouveau livre « Tout ce qui est beau ». C'est vraiment la musique d'un type qui a jamais été heureux en amour, c'est si sûr. Tu parles. Le pauvre mec, il est mort à 35 ans. Voilà un type, Mozart. J'aurais bien aimé le connaître. Quand je pense à toutes les fois où il m'a sauvé de la déprime. J'ai à vous signaler qu'il est 3h du matin et que je me lève à 5h pour aller au Hall. Alors vous allez arrêter votre zinzin, sinon je vais chercher les flics. Toi, tu vas taire ta gueule et écouter Mozart avec nous. J'en ai rien à foutre de votre Mozart, mais je le connais pas ce mec-là. Je l'emmerde. Merci Mozart. Comment? Merci Mozart, on dit. Merci, Mozart. Vertigo sur la première. Mathieu Mechevant, bonjour, bonsoir, je ne sais plus comment on dit. Bonjour, le soleil est encore levé. Voilà. Alors, ça vous évoque quelques souvenirs, ce qu'on vient d'entendre? Je connaissais pas cet extrait. Évidemment la musique oui, mais pas le film. Ouais, c'est extrait de Préparez vos mouchoirs, le film de Bertrand Blier qui est sorti en 1978 avec Depardieu, Devers et Michel Serrault. Et on n'a quand même pas pu résister à la tentation de finir avec le rire, le fameux rire d'Amadeus de Miloš Forman. Mais alors justement, cette image du génie infantile, du gamin fanfaron frappé par un don divin, c'est justement ce que vous cherchiez à casser en fait dans votre roman. Alors, à la base, c'était pas nécessairement pour casser ce mythe-là, mais il se trouve que après beaucoup de recherches, 2 ans où j'ai fait que lire à propos de Mozart, prendre des notes, faire des recherches historiques, etc. L'image qui s'est dégagée pour mon roman était en effet très différente de celle que Miloš Forman a donnée dans son film. Pour rappel d'ailleurs, l'image qu'il donne est issue d'une pièce de théâtre de Peter Shaffer. C'est pas son idée à lui, mais il en fait ensuite un film fabuleux. Mais par contre, c'est complètement fictionnel chez lui. J'ai vu sur votre compte Instagram, Mathieu Mechevant, que vous considériez votre Bible pendant presque 3 ans comme les correspondances complètes de Mozart, qui visiblement étaient, alors pour le coup, vraiment la source première d'inspiration pour ce livre, c'est juste? Oui, totalement. Alors vraiment, ce livre-là, vraiment, ça a été une bénédiction parce que maintenant, il y a tout en français dans un seul livre. Donc vous imaginez comme c'est précieux pour quelqu'un qui veut faire un roman sur Mozart. J'ai pu lire, relire et effectivement, ça a été, c'est énorme. Hein, c'est un énorme livre, des milliers de pages, des milliers de lettres parce que Mozart, le père, le fils, la sœur, la mère même aussi s'écrivent énormément comme tout le monde à l'époque. Ce qui faisait une mine d'or d'informations qu'il a fallu décortiquer et ça a été effectivement ma source principale. Avec au résultat quand même, Mathieu Mechevant, un travail de condensation extrême, puisque votre roman fait 179 pages, me semble-t-il, donc c'est quand même très 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 vif, très incisif, avec vraiment une concentration assez permanente sur justement l'acte de création. On voit vraiment, on voit évidemment la famille, mais on est vraiment très proche de Mozart en train de composer, de donner des concerts, d'entendre des notes, de la musique, tout ça qui se forme dans son esprit. On a l'impression vraiment que vous allez chercher ce qui se passait dans sa tête à l'époque, tout ça écrit au temps présent, comme si ça advenait au moment où on lit le roman. Oui, si vous avez compris le livre comme ça, c'est que c'est au moins ça s'est réussi parce que ça clôt une trilogie, ce livre, et pour les 3 livres, celui sur l'écrivain, un poète qui s'appelle Gilbert Lecomte, ensuite sur le peintre Toulouse-Lautrec, puis là sur Mozart. À chaque fois, c'est les mêmes formats de livres, très courts, moins de 200 pages. Chaque fois, ils sont écrits au présent. Chaque fois, c'est avec une scène inaugurale qui est un peu programmatique sur la suite du livre. Et donc Mozart, voilà, est aussi dans ce format-là. Et le but, effectivement, c'était évidemment pas de décrire une énième biographie. Déjà, j'en aurais pas été capable. Puis il y en a déjà suffisamment. Moi, c'est vraiment un acte romanesque issu d'un travail de recherche. Donc le but pour moi, c'est toujours que ce soit plausible par rapport à tout ce que j'ai pu trouver dans mon travail de recherche. Mais ensuite, il y a vraiment un parti pris romanesque et c'est le sujet de cette trilogie, l'acte de création. Oui, une trilogie qui était intitulée d'ailleurs Créer, détruire. Là, on voit plus la création d'ailleurs que la destruction dans ce livre-là. Tout ce qui est beau. Mais alors, excusez-moi de la question qui pourra paraître un peu naïve, mais pourquoi Mozart ? La question n'est pas naïve, moi-même je me la pose encore. Donc, non, mais c'est une succession un petit peu de hasard et aussi de progression dans mon travail. Depuis le départ, je savais que j'allais faire une trilogie. Depuis le départ, je savais que ce serait un écrivain, un peintre, un musicien. Mais par contre, le choix des 3 personnalités artistiques a beaucoup bougé
en fait, au fur et à mesure. Ça devait commencer par un musicien qui venait de mourir, Daniel Darc. Finalement, c'est allé vers Gilbert Lecomte, le poète, parce que lui m'en avait parlé, etc. Toulouse-Lautrec, c'est une exposition que j'ai vue en Italie en vacances qui m'a tout à coup mis ce peintre, m'a complètement frappé alors que j'étais parti sur un autre peintre. Et puis pour la musique, c'est pareil. C'était pas censé être Mozart au tout départ, mais il se trouve que l'intitulé de la trilogie, c'était Créer et détruire, et que le premier était extrêmement tourné vers la destruction, le poète. À Toulouse-Lautrec, c'était un alcoolique, donc il y avait encore un bon rapport destructif, on va dire. Ouais. Mais plus j'ai avancé dans mon travail, plus moi, je me suis rendu compte, là c'est vraiment aussi un choix personnel, ce qui m'intéressait, c'était l'acte créateur, essayer d'aller chercher, encore une fois, cette énigme de la création qu'il y a chez l'homme, chez l'être humain, et quel créateur, sinon Mozart, peut comme ça, vers quel créateur on peut aller pour tenter d'effleurer cette énigme qui pour moi est vraiment passionnante, et en même temps il y a pas de réponse évidemment à tout ça, mais avec Mozart j'ai vraiment trouvé le personnage le plus complet du point de vue de la création. J'allais dire, avec cette énigme, vous avez de quoi, a priori, faire beaucoup plus qu'une trilogie. C'est sans fin, finalement, cette interrogation. Totalement, mais en même temps, là, ensuite, il faut bien se limiter. Alors, j'avais déjà beaucoup parlé de création dans 1 ou 2 livres précédents, surtout un qui s'appelle Ce qu'il reste des mots, même si c'était sur un thème lié au mal, au drame de Sierre à l'époque, mais il y avait l'acte créateur, dont parle par exemple Camus, qui était très présent, c'est revenu dans plusieurs livres, et puis là, je me suis dit, je fais une trilogie, surtout, c'est le côté formel qui m'intéressait, c'est-à-dire que ça allait être 3 livres, donc écrits au présent, donc courts, etc. Donc il y avait des choses comme ça pour les lier les uns aux autres. Mais si vous voulez me faire dire que ma recherche sur la création n'est pas terminée, je vous le concède tout à fait. Vous débutez d'ailleurs votre roman Tout ce qui est beau, Mathieu Mégevant, par une précision, j'aurais presque envie de dire un avertissement. Je cite, les citations entre guillemets sont authentiques, le reste, dialogue, discours, réflexion des personnages est de mon invention. J'arrête de citer. Qu'est-ce que vous avez projeté? Qu'est-ce que votre imaginaire est allé débusquer dans le Mozart qui appartient à ce livre? Alors ça, c'est de nouveau pour les 3, c'est le même type d'avertissement, parce que je tiens à ce que le lecteur comprenne quand je fais du mot à mot, et donc c'est entre guillemets, et lorsque je mets dans la bouche quelque chose que Mozart, ou un autre personnage d'ailleurs, dit quelque chose, s'il n'est pas entre guillemets, c'est que ce n'est pas une source à 100%, c'est-à-dire que je ne rends pas quelque chose que j'ai lu ou trouvé ailleurs. Donc ensuite, évidemment, comme je le disais, dans ces romans, ces exofictions, on appelle ça maintenant, je m'autorise de la fiction, du romanesque, mais il y a toujours un critère de plausibilité, c'est-à-dire que jamais, en tout cas, à part si j'ai commis une erreur, mais j'espère pas, jamais je pourrais inventer quelque chose sur Mozart ou sur les autres, Toulouse-Lautrec ou Gilbert Lecomte, qui ne me semble pas plausible, pas possible, qu'il aurait pas pu faire, ou un endroit où il aurait pas pu être, ou une chose qui est vraiment contraire à ce qu'il aurait pu dire, penser, etc. Évidemment, il y a une petite marge d'erreur, mais en gros, et en général, tout est très proche de la réalité dans les scènes, dans les moments, évidemment, les dates, tout est juste, etc. Je m'autorise dans des scènes et dans des moments, quand je fais penser Mozart ou dire quelque chose à Mozart, évidemment, là, je me dois d'inventer, de la même manière que je peux pas savoir ce qu'il sentait, ou quel arbre il a vu, ou quel vin il buvait, ce genre de choses-là, c'est de l'ordre du roman. Mais pour le reste, il y a quand même, pour moi, vraiment un grand souci de plausibilité, donc c'est pas juste... Tiens, je vais prendre Mozart et ensuite je vais en faire mon Mozart qui n'aura rien à voir avec le Mozart historique. Il y a aussi évidemment une précision au-delà des dates sur les lieux. On va vraiment se balader complètement dans l'Europe de l'époque. On passe par Salzbourg, Paris, Francfort, Londres, Mannheim, j'en oublie, entre 1762 et 1791. C'est une façon de voir aussi comment à cette époque même l'artiste, aussi génial soit-il, doit travailler, réseauter, visiter les nobles, organiser des concerts, gagner simplement de quoi vivre et espérer. Alors là, on parle d'espérer un poste à la cour, alors qu'aujourd'hui, peut-être que Mozart aurait rêvé plutôt d'un poste sur Instagram. Mais vous avez saisi quand même, vous avez joué sur cette correspondance, quelque part cette modernité. Je pense que quand on est artiste aujourd'hui, on peut se référer aussi un tout petit peu à tout ça. Oui, alors pour moi c'était quelque chose qui était extrêmement frappant de découvrir à quel point justement, alors lui c'est un enfant génie, donc on le balade, enfin son père, mais le balade un peu comme un singe savant, quoi. Ouais, ça sent très fort. Voilà, pendant toute son enfance, parce que de fait c'est un virtuose. Alors à l'époque ça se faisait, c'était pas le seul, c'est pas le père tout à coup qui a eu une lubie qui était complètement unique, qui croise d'ailleurs dans son enfance d'autres enfants virtuoses. Après évidemment ce qui se développe chez lui c'est la création et la composition, ce qui est assez rare en fait. Normalement l'enfant virtuose s'arrête là en gros. Lui la composition prend le pas sur la simple virtuosité, mais il continue évidemment à énormément bouger dans toute l'Europe parce que, comme vous le disiez, il cherche un poste. Et
il faut quand même imaginer qu'au XVIIIe siècle, il n'y a pas de droit d'auteur. Il n'y a rien. Ouais. C'est-à-dire que la seule manière de gagner de l'argent pour un musicien, c'est de donner des cours et d'être, c'est le même mot, dans une cour, enfin, lié à un noble, à un prince, à un riche, à un mécène, en somme, qui va vous payer et vous, en contrepartie, vous allez faire à peu près tout ce qu'il vous demande, c'est-à-dire des concerts, des choses, des compositions pour lui, etc. Et tant que vous n'avez pas ça, vous êtes, on dirait aujourd'hui en freelance, quoi. Donc Mozart, à un moment donné, il fait ça à Vienne, ça marche très bien, mais dès que ça marche plus, c'est-à-dire qu'en gros, dès que les Viennois se lassent, parce que c'est rien d'autre que ça, à un moment donné, Mozart est à la mode, ça marche très très bien, il dépense des sommes folles, j'en parle dans le livre, et ensuite, j'essaye de montrer justement que plus on avance, plus les nobles se désintéressent, et à ce moment-là, vous n'avez plus aucune protection, il n'y a évidemment pas de chômage, il n'y a évidemment aucun droit, rien du tout. Et donc Mozart, dès le moment où ça ne marche plus, il n'a plus rien. Et moi, j'ai été très très frappé par si vous voulez, c'est vraiment l'acmé du génie que tout le monde reconnaît, etc. Mais ça n'a pas empêché que même un Mozart, de son temps, a été méconnu, a été rejeté, et en gros, ça n'a pas du tout été ce qu'il est devenu ensuite après sa mort. Et a été assujetti à des questions, comme vous le disiez, de mode aussi. Mais il y a un passage qui est assez frappant, de nouveau, pour continuer un peu sur ce côté contemporain, quelque part. C'est le père qui demande littéralement à son fils de composer de manière plus simple, plus commerciale, vraiment, plus populaire. On se dit, c'est exactement comme aujourd'hui. Totalement. Alors ça, je crois que c'est une constante. Mais le père, en plus, il le dit là parce que c'est un père qui se soucie de son fils, qui craint pour son avenir, qui craint pour sa santé, pour ses finances, etc. Donc voilà, c'est pourtant un extraordinaire musicien, musicologue, le père. Donc il entend très bien le génie de son fils, mais il se dit, oulala, mais tout ça est tellement complexe et ce qu'il faut, c'est une époque, c'est la musique galante qui triomphe. On veut des mélodies simples, il y a plus de contrepoint et il faut que ça reste dans les têtes, qu'on puisse le siffler en rentrant de l'opéra, que les joueurs au marché, les joueurs de flûte ou de violon puissent jouer des airs connus. Et le père craint que le fils ne soit trop, et d'une certaine manière, il a raison à certains moments, soit trop complexe et trop avant-gardiste, alors qu'il l'est pas tant que ça, mais voilà, il y a ce souci-là, et de fait, Mozart, le fils cette fois, donc Wolfgang, jamais il ne cédera aux modes ou à quoi que ce soit. En fait, il trace, lui, j'essaie de rendre ça dans le livre, un chemin qui est lié à sa quête de beauté, c'est d'où le titre du livre. Et puis, il suit cette quête-là toute sa vie. Quand ça marche, il se dit, enfin, les gens ont entendu, les gens comprennent. Et quand ça ne marche plus, il se dit, mais qu'est-ce qu'ont les nobles, qu'est-ce qu'ont les gens? Ils sont sourds et il est complètement interloqué par tout à coup cette désaffection, quoi. On parlait en tout début d'émission des deux autres textes donc, qui composent avec celui-ci une trilogie qui était consacrée à Lautrec et Gilbert Lecomte, qui étaient morts tous les deux à 36 ans. Mozart, qui est mort à 35 ans, vous en avez 38. Bon, j'imagine que cette coïncidence n'est pas totalement fortuite. Expliquez-moi ça. Ouais, alors c'était une autre entre guillemets contrainte formelle que je m'étais donnée, c'était que les artistes meurent au même âge ou quasiment au même âge, parce que Mozart c'est 35 ans et 8 mois, donc on est quasiment à 36. Alors quand moi j'ai commencé cette trilogie, j'avais moins que 36 et 35 ans, et donc à l'époque, donc ça fait des années, je m'étais dit il faudra passer ce petit cap des 36 ans, j'espère que tout ira bien. Maintenant, j'en ai 38, donc disons que le risque est passé en ce qui me concerne. Par contre, ce qui m'intéressait, évidemment, c'était le fait que ce soit des artistes qui meurent jeunes, certains pour des raisons évidentes de toxicomanie, comme le poète, d'alcoolisme pour Toulouse-Lautrec. Et pour Mozart, c'est tout aussi intéressant, parce qu'il meurt à 35 ans, mais pas du tout il a aucune addiction, il mène pas une vie particulièrement débridé, mais il est fauché par la maladie. Mais en fait, c'est tout aussi intéressant pour moi que quelqu'un qui était en plus en train de retrouver un certain succès, qui est toujours dans une grande, très 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 fort, très fortement ancré dans la création et la composition. Tout à coup, ça s'arrête comme ça s'interrompt par le pur hasard de la maladie et de la mort. Mathieu Mechevant, je rappelle le titre de votre livre, Tout ce qui est beau, c'est paru aux éditions Flammarion. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous. Vertigo.